Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour ce colloque sur l'adaptation. Merci à France Stratégie et l'Institut de l'économie pour le climat, ou comme on dit en bon français, I4CE, d'organiser cette rencontre sur un sujet qui est très important. Je m'appelle Nabil Wakim, je suis journaliste au Monde. On m'a désigné volontaire pour animer ce colloque qui va donc se dérouler en deux parties. Une première dans laquelle Morgane Nicole et Cédric Onny de I4CE donc, et France Stratégie vont nous présenter les grandes lignes des enjeux de l'adaptation au changement climatique et pour la France et pour les territoires. Et dans un deuxième temps, il y aura une table ronde avec Christophe Béchu, donc ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et des grands élus, dont Marie-Guide Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-la-Napoule, Boris Ravignon, nouveau PDG de l'ADEME et maire de Charleville-Mézières, et Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique. Avant de commencer, peut-être quelques mots sur l'adaptation, parce que c'est un mot dont on entend beaucoup parler, mais qui suscite parfois beaucoup de confusion. Une manière simple de le dire, c'est que le changement climatique, c'est pas comme une comète qui nous tomberait dessus un jour en 2050, comme on l'a vu peut-être dans un film sur Netflix, Don't Look Up. Le changement climatique, c'est une tendance, c'est un mouvement, et malheureusement, on se rend compte parfois de ses effets a posteriori. Et donc cette question d'adaptation, de comment on s'adapte, comment on fait pour vivre dans un monde qui se réchauffe, dans une France qui n'est déjà plus la même et qui sera encore moins la même dans les prochaines années, c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais me tourner d'abord vers Morgane Nicole pour essayer d'abord justement de faire le point sur ce qu'on entend par adaptation au changement climatique et qu'est-ce que ça veut dire pour la France. Merci. Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux parce que ça fait plaisir de voir une salle presque comble pour parler de ce sujet. Alors, vous avez tous bien en tête l'année qu'on vient de passer, cette année 2022 dont tout le monde parle, avec tous les événements, les impacts climatiques qu'on a pu voir. Je ne vais pas les passer en revue, mais par contre, je vais vous montrer ce graphe qui montre que donc les impacts, enfin le réchauffement climatique est amené à augmenter et donc que ces impacts du réchauffement climatique vont également augmenter. Donc les conséquences du changement climatique, que ce soit vagues de chaleur, inondations, événements extrêmes, vont être amenés à être plus fréquents et plus intenses dans les années qui viennent. Alors il est important d'atténuer les effets du changement climatique, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on le voit, selon le scénario sur lequel on se place, on aura un réchauffement plus ou moins haut, avec une grosse différence selon le scénario sur lequel on se place. Mais ce que l'on voit aussi, et ce qui presque nous intéresse plus maintenant, c'est le début de la courbe. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, quel que soit le scénario de réchauffement climatique sur lequel on se place, quel que soit l'effort qu'on arrive à atteindre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique va augmenter dans les 20 prochaines années au moins. Au moins. Dans tous les cas, ça augmentera sur les 20 prochaines années. Et donc, dans tous les cas, les impacts du changement climatique vont augmenter sur les 20 prochaines années avec des impacts qui seront plus intenses et plus fréquents. Donc, ce constat peut paraître anxiogène. Et pourtant, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'on peut, malgré tout, réduire les impacts économiques et sociaux liés aux conséquences du réchauffement climatique. Et ça s'appelle l'adaptation au changement climatique. Concrètement, ça demande quoi ? Ça demande deux choses. Ça peut être anticiper la gestion de crise, donc redimensionner les dispositifs de gestion de crise de manière à pouvoir faire face de manière plus efficace aux impacts du changement climatique, à ses conséquences. Et ça peut vouloir dire également, et ça veut aussi dire également prévenir ces impacts, diminuer la vulnérabilité des territoires aux impacts du changement climatique pour limiter les risques économiques et sociaux qui sont liés à ces conséquences. Et donc on aime bien, il y a une phrase qu'on aime bien, il y a une phrase qu'on aime bien, c'est il faut donc à la fois éviter l'ingérable, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre, et gérer l'inévitable. Et donc ça, c'est l'adaptation au changement climatique. Il y a trois raisons pour lesquelles, au moins trois raisons pour lesquelles c'est important de ne pas oublier l'adaptation au changement climatique en parallèle des efforts d'atténuation qu'on peut faire. La première, c'est que
c'est une question d'efficacité de la dépense publique. Tous les investissements que l'on fait aujourd'hui vont rester sur place, vont rester présents pour les 20, 30, 40, voire 100 prochaines années. Donc c'est important que quand on les fait maintenant, on prenne en compte les impacts du climat futur, qu'on intègre ce climat futur dans la conception, parce que l'intégrer maintenant, c'est plus facile et ça coûte moins cher que s'il faut qu'on revienne sur ces investissements dans 5, 10, 20 ans, 30 ans, etc. Une deuxième raison, c'est qu'on parle beaucoup de transition juste. L'adaptation, c'est complètement une question de transition juste. Les populations qui seront le plus touchées par les impacts du changement climatique, ce sont les populations les plus vulnérables. Et donc s'occuper d'adaptation au changement climatique, c'est de faire de la transition juste. Et la troisième raison, c'est que c'est, comme je le disais un peu tout à l'heure, une manière aussi de lutter contre l'anxiété face au dérèglement climatique. La Première ministre, dans son discours, dans ses vœux à la presse, a parlé de cette question de l'anxiété des jeunes face au dérèglement climatique. Et donc, pour lutter contre cette anxiété, certes, il faut continuer, et ce n'est pas négociable, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut aussi de se donner les moyens de faire face, de rendre la France prête à faire face à ces impacts du changement climatique. Merci Morgane. Cédric Audny, il y a deux choses, je pense, qu'on peut entendre là-dedans. D'abord, la différence entre les politiques d'adaptation et les politiques de ce qu'on appelle l'atténuation, donc le fait de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Donc l'idée que ces deux politiques ne s'opposent pas, mais c'est vrai que souvent l'idée de lutter contre le changement climatique, de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, apparaît comme quelque chose de prioritaire et ça masque parfois les efforts d'adaptation. Et puis il y a un autre point sur lequel vous avez travaillé et sur lequel c'est intéressant de vous entendre, c'est le coût que tout ça auquel tout ça peut arriver, et notamment la question de ce que vous appelez le coût de l'inaction, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on n'agit pas, tout ce dont a parlé Morgane Nicole, la montée des eaux, le climat qui se réchauffe, la fonte des glaciers, etc. Tout ça a un coût, et donc effectivement, ce n'est pas les sujets les plus réjouissants, mais essayons de rentrer un peu plus dans le détail. Okay. Bonjour à tout le monde. Alors, ça fait un vaste programme. Donc, je vais éviter de faire un trop long monologue. Donc, peut-être d'abord, effectivement, je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler les différences, alors les points communs et les différences de l'adaptation et de l'atténuation. Alors, c'est clair pour la majorité d'entre vous, mais ce n'est pas inutile toujours de le rappeler, parce qu'évidemment, être au clair sur les différences, c'est après éclairant sur les politiques à mener. Ce ne sont pas les mêmes politiques. Donc, d'abord, Morgane l'a rappelé, l'atténuation est un phénomène global, c'est-à-dire qu'on n'a pas seul les clés du problème et notre action directe, enfin notre action propre, n'a pas d'impact direct sur la résolution du problème, ce qui peut d'ailleurs parfois poser des problèmes d'acceptabilité vis-à-vis de nos citoyens. En revanche, pour l'adaptation, la réussite des politiques d'adaptation ne dépend que de nous. C'est quelque chose qui est important. Ensuite, deuxième point à avoir en tête, les politiques d'adaptation sont complexes à conceptualiser car leur objectif n'est pas réductible, comme pour les politiques d'atténuation, à une métrique simple, la réduction des émissions carbone. En fait, les politiques d'adaptation, ça sert à se prémunir vis-à-vis de phénomènes de nature très différente. Je ne vais pas tous les citer, le recul du trait de côte, les inondations, la sécheresse, etc. Et même pour chaque type de risque, il y a deux types de politiques, en gros, en caricaturant. Il y a les politiques ponctuelles qui visent juste à nous protéger pour un temps, construire une digue, et il y a les solutions transformatives, plus résilientes dans la durée. Et donc ça, il faut bien voir, en fait, on parle d'adaptation, mais selon qu'on parle de protection contre des événements extrêmes ou de solutions qui visent à nous adapter à des dégradations progressives, ce n'est pas la même chose, même si c'est le même mot. Troisièmement, non seulement les politiques d'atténuation peuvent se caler sur une métrique simple, mais en plus, elles ont un objectif qui est très clair désormais, qui est la neutralité carbone en 2050. Alors, on sait que ça va être incroyablement difficile à atteindre, évidemment, mais au moins c'est clair à énoncer. Rien de cela pour les politiques d'adaptation, puisque encore aujourd'hui, il y a encore une incertitude sur les effets du changement climatique, a fortiori sur un territoire donné. Et donc, du coup, les politiques d'adaptation, ça peut être vu autant comme une politique de gestion de risque que comme pour une politique environnementale. Enfin, le quatrième point que je voudrais souligner,
c'est que les politiques d'adaptation et d'atténuation, évidemment, elles peuvent se renforcer mutuellement, mais pas toujours. Donc, je ne vais pas citer tous les exemples où ça va bien, mais évidemment, il y a des exemples bien connus où ça ne va pas bien. Donc, les politiques d'adaptation, quand on accroît la climatisation, quand on développe la neige artificielle, ça c'est bien connu. Mais symétriquement, quand on mène des politiques d'atténuation, il faut bien veiller à ce qu'elles soient résilientes. Donc, le report modal, évidemment, c'est très bien, mais il faut veiller à ce que les rails et les caténaires soient préparés à supporter des fortes chaleurs et des événements extrêmes, ce qui, on le voit aujourd'hui, n'est pas complètement le cas. Et alors justement, maintenant qu'on rentre un peu dans le détail, on imagine bien que ces politiques d'adaptation ont un coût qui peut être très élevé, qui est difficile à mesurer. C'est un sujet sur lequel et France Stratégie et l'Institut de l'économie pour le climat ont travaillé. Mais j'aimerais que vous reveniez sur cette notion du coût de l'inaction, c'est-à-dire cette idée que, en fait, si on laisse les choses dériver, si on ne prend pas suffisamment en compte l'adaptation dans les politiques publiques, aussi bien au niveau national que pour les collectivités locales, on risque de se retrouver avec des coûts qui vont être très importants et de la gestion de situation très difficile. Alors, effectivement, sur les coûts de l'inaction, on peut peut-être refaire un petit pas en arrière pour se rappeler qu'il y a 15-20 ans, on l'employait dans un sens un peu différent, puisqu'à l'époque, le coût de l'inaction, en fait, ça servait à comparer les coûts des politiques d'atténuation, et on voulait montrer que le coût des politiques d'atténuation était inférieur au coût de l'inaction, mais inaction au sens où on ne mènerait pas des politiques d'atténuation. C'était notamment le rapport Stern, hein, c'était qu'en 2006, ça paraît très très loin, mais le rapport Stern qui a fait date et qui concluait en ce sens. Alors aujourd'hui, on n'en est plus là, en tout cas en Europe, sur les politiques d'atténuation qui sont dans la loi, on a l'objectif de neutralité carbone, mais du coup maintenant quand on parle de coût de l'inaction, c'est coût de l'inaction sans politique d'adaptation. Et donc, selon différents scénarios, et notamment le slide qu'a montré Morgane, montrait bien qu'on pouvait avoir différents scénarios d'atténuation et que pour chacun, il y avait un coût de l'inaction. Alors, en France, on s'y est intéressé depuis assez longtemps, puisqu'il y a le rapport de l'ONERC dès 2009 qui a essayé de calculer ce coût de l'inaction secteur par secteur. Et la loi, désormais, d'ailleurs, je ne sais pas dire contraint, mais que demande aux collectivités locales, et en particulier aux EPCI, dans leurs plans climat territoriaux, les fameux PCAET, de se livrer à cette estimation du coût de l'inaction, évidemment, pour guider les politiques d'adaptation. Alors, il y a des choses qu'on sait depuis longtemps. Alors, évidemment, l'exemple habituel, c'est les stations de ski. Et donc, c'est vrai qu'on sait depuis longtemps que le nombre de stations de ski en France qui vont avoir un enneigement fiable, si je puis dire, va diminuer comme neige au soleil. Donc ça, on le sait depuis longtemps. Il y a des choses aussi qu'on sait, c'est que le changement climatique peut avoir des effets favorables, ponctuels, sur le rendement du blé, sur la pousse des arbres, ou on va dire dans certaines régions où il fait plutôt froid et pas très beau dans le nord de la France. Mais souvent, ces effets favorables, ils reposent sur une disponibilité en eau qu'on n'aura pas en fait. Et donc au total, l'effet sera bien négatif. Et pour rester sur les arbres et les forêts, on sait que d'ores et déjà, il y a beaucoup de choses qui sont devant nous, mais d'ores et déjà, la productivité des forêts en termes de stockage de carbone diminue. Et depuis 10 ans, la productivité a déjà diminué. Donc là, on voit qu'on parle de quelque chose qui est déjà présent. Alors, à France Stratégie, on est en train d'essayer de mettre à jour sur certains aspects les chiffrages qu'a fait l'ONERC. Donc ça, c'est intéressant parce que on voit qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas beaucoup progressé depuis 2009, sur la quantification des effets, notamment sur la biodiversité. Sur l'agriculture, il y a beaucoup d'études qui existent, mais qui sont partielles et qui sont très ponctuelles. Sur une culture, sur un territoire, mais on manque de vision consolidée. Bon, et en revanche, il y a des sujets sur lesquels on a beaucoup progressé. Donc évidemment, en termes de projection climatique, elles sont beaucoup plus précises, notamment à une maille très territoriale très fine. En termes de mortalité liée à la chaleur, on dispose désormais de premières simulations. Et puis, d'ailleurs c'est d'actualité, puisque la semaine dernière, il y a encore eu une communication à ce sujet, les assureurs, désormais, font régulièrement des projections sur le coût des catastrophes naturelles. Et vous avez vu qui montre que le coût va doubler dans les 30 prochaines années.
Donc on a quand même là un tableau qui est assez préoccupant. Encore une fois, l'objectif n'est pas de vous faire démarrer la semaine d'une manière très sombre, mais quand même quand on vous écoute, en tout cas quand moi je vous écoute, je me dis on n'est pas complètement sur la bonne trajectoire, mais en plus on n'a pas une vision globale très claire et très précise des enjeux auxquels on fait face. Et donc ça, on voit bien que ça fait partie des choses pour la puissance publique sur lesquelles il va falloir travailler. Morgane Nicole, si on s'intéresse maintenant à comment on peut faire face finalement, quels sont les outils, les leviers qu'on doit déployer pour arriver à mettre en œuvre de la manière la plus efficace possible des politiques d'adaptation. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Comment on peut s'y prendre face à tout ce que vient de décrire Cédric Onnier et vous-même? Alors, avant d'aller sur comment avancer, commencer par se demander où on est. Alors, je ne vais pas en rajouter une couche supplémentaire. Mais je vais juste dire de manière très sobre que pour l'instant, la France et le territoire français ne sont pas prêts à faire face aux impacts du changement climatique. Il y a un certain nombre de rapports qui le rappellent. Et une illustration de ce fait, c'est qu'on a estimé qu'environ 50 milliards d'investissements publics sont réalisés chaque année sans que l'on ne sache si l'on s'est posé la question de leur adaptation en climat futur. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont tous mal adaptés ou non adaptés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, il n'y a pas eu de questionnement systématique sur ça. Donc là, on parle tout type d'investissement confondu, les infrastructures, les investissements des collectivités locales, tout investissement confondu, 50 milliards pour lesquels, en fait, à aucun moment, on ne se pose la question de ce qui va se passer d'un point de vue climatique dans les 10, 20, 30, 50 prochaines années. Exactement. Ou en tout cas, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas d'exigence à se poser la question, ce qui est un problème, encore une fois, notamment d'efficacité de la dépense publique, mais pas que, puisque c'est des investissements sur lesquels il faudra peut-être revenir dans 5, 10 ou 20 ans pour les adapter au changement climatique. Donc, je vais arrêter là sur les constats un peu déprimants et je vais passer sur les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, j'en ai 3. Les bonnes nouvelles, c'est que des solutions sont identifiées. Des experts savent à peu près dans tous les domaines qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour adapter les différents équipements, infrastructures, activités, etc. aux effets des dérèglements climatiques. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que ces solutions, souvent, elles relèvent plutôt du bon sens. C'est pas de la haute technologie. Si je prends un exemple un peu caricatural, dans les bâtiments, il y a un geste très simple, c'est mettre des volets à tous les bâtiments. C'est déjà un geste d'adaptation au changement climatique quelque part. Donc la bonne solution, c'est que c'est pas si compliqué. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a un peu partout des initiatives prometteuses. Sur les transformations territoriales, par exemple, on parle beaucoup du cas littoral, du recul du trait de côte. Il y a eu un travail très intéressant qui a été fait par le GIP Littoral Aquitain, ou la ville de Lacanau, par exemple. Sur les stations de ski, on en a quelques-unes. On peut citer la station de ski de Métabief. On a aussi des travaux qui ont avancé, des initiatives sur l'animation des acteurs des territoires. On peut citer par exemple le travail prospectif qui a été lancé par la région Sud sur les infrastructures, pour justement, qui intègre notamment cette question du climat futur, ou des réflexions sur le tourisme en région Grand Est. Et puis on a certains quartiers ou bâtiments sur lesquels on s'est déjà posé la question. On peut par exemple citer le cas du quartier de Pierremille-les-Îles, qui est en partie sur Nantes Métropole, qui est en partie sur zone inondable, et ça a été pris en compte dès le début, dès la conception de la zone d'aménagement, de manière à permettre la construction sur ce quartier, tout en ayant anticipé dans l'aménagement et la construction des bâtiments le fait de faire face à ce risque d'inondation et aux vagues de chaleur. Et puis une troisième bonne nouvelle, et qui là est presque plus récente, c'est qu'on voit émerger depuis quelques mois, et quelque part un peu grâce aux événements de l'année 2022 malheureusement, on voit émerger un consensus sur le fait qu'il faut avancer sur l'adaptation au changement climatique. Les choses bougent beaucoup plus vite aujourd'hui, et ça c'est une excellente nouvelle. Donc aujourd'hui, on n'en est plus à la question de est-ce qu'il faut s'adapter au changement climatique, est-ce que c'est un sujet. Aujourd'hui, on en est vraiment arrivé à la question de comment est-ce qu'on fait pour avancer. Comment est-ce qu'aujourd'hui on accélère l'adaptation de la France au changement climatique. Et
Et donc, finalement, on en est aujourd'hui au point où l'impréparation est désormais un choix, comme le disait Christophe Cassou. Et donc, pour avancer, la première chose à faire, et je pourrais peut-être y revenir un peu après, c'est de mettre en place un réflexe adaptation partout, chez tous les acteurs, à tous les niveaux hiérarchiques, que ce soit dans le public et le privé, que systématiquement, on se pose la question quand on met en place une nouvelle politique, une nouvelle activité, un nouvel investissement, etc., que systématiquement, on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, quelles vont être les conséquences du climat futur sur mon activité, sur mon investissement, et qu'est-ce que je fais pour modifier la conception de cette politique ou de cet investissement pour faire en sorte qu'il soit adapté au changement climatique. C'est important cette logique du réflexe adaptation, cette idée de se dire que quelque part c'est une grille de lecture qui doit devenir systématique quand on fait des choix d'investissement public ou privé. Cédric Onnis, si on rentre encore un peu plus dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire, y compris en termes de gouvernance, pour l'État, pour les collectivités locales, comment on fait en fait pour intégrer cette dimension d'adaptation dans notre millefeuille territorial, pour reprendre une vieille expression qu'ici personne n'aime? Alors évidemment, c'est compliqué, mais on est là pour ça, pour essayer de faire avancer les choses. En termes de gouvernance, pour avancer, moi, je distingue 4 enjeux. Alors le premier enjeu, c'est l'articulation du local et du national, évidemment, qui fait quoi, mais je vais laisser Morgane aborder ce point-là ensuite. Moi, je vais me concentrer sur 3 autres enjeux. D'abord, il y a une tension entre l'incertitude sur l'impact du changement climatique et la nécessité de mettre en œuvre rapidement des solutions transformatives. Donc ça, c'est bien quelque chose qu'il faut avoir en tête pour le traiter, évidemment. Parce que pour mettre en place une solution transformative, c'est évidemment mieux de savoir exactement à quoi on va faire face, parce qu'une solution transformative, en fait, ça impacte les citoyens, les ménages, les entreprises, les agriculteurs, notamment. Donc en termes d'acceptabilité politique, c'est mieux, dans l'idéal, de savoir exactement ce qui nous attend. Et les solutions transformatives doivent gérer l'incertitude qu'on a rappelée, et même si elle se réduit, évidemment, elle reste encore forte. Alors nous, à France Stratégie, on a mené des analyses territoriales un peu partout en France, et ce qui ressort quand même, c'est que les actions d'adaptation, évidemment, elles sont plus fréquentes aujourd'hui en réaction à des crises. Donc, le meilleur exemple, c'est les inondations dans les vallées de la Roya, Vésubie. Donc là, effectivement, on voit un vrai travail de réflexion sur le fait de ne pas reconstruire à l'identique, mais évidemment, il a fallu une crise. Et le fait même que l'adaptation revienne, et même déboule dans l'agenda politique et médiatique depuis 6 mois, évidemment, ça fait que corroborer le fait que c'est plus simple d'en parler et d'agir en réaction à une crise qu'en réaction à une dégradation progressive annoncée. Alors, devant cet état de fait, on peut faire quelques recommandations de bon sens. D'abord, réduire l'incertitude le plus possible, et donc continuer, c'est ce qui est fait, mais continuer à financer la production et la diffusion de connaissances au niveau local. Deuxièmement, faire ce que j'appelle, privilégier l'adaptabilité de l'adaptation, forcément, pour gérer cette incertitude. Donc, ça peut être ce qu'on appelle les solutions sans regret, ça peut être des démarches d'expérimentation, mais évidemment, ça ne peut pas être la totalité de nos actions d'adaptation, parce que c'est rarement des solutions transformatives. Et enfin, je le rappelle, parce que c'est vrai pour toute politique aujourd'hui, mais en particulier pour l'adaptation, qui génère aussi des conflits d'usage, notamment, bien associer l'ensemble des parties prenantes aux décisions qui vont être prises pour être sûr qu'on avance dans la durée et qu'après on n'est pas obligé de reculer, soit face à des mécontentements, soit d'ailleurs parce que nos décisions ne sont pas suffisamment solides juridiquement et qu'elles sont annulées par le tribunal administratif, comme ça arrive parfois, sur la gestion de l'eau en particulier. Donc ça, premier point. Deuxième point important sur lequel je voulais insister, c'est la question de la responsabilisation des acteurs privés vis-à-vis du risque climatique.
Est-ce qu'on va mutualiser le risque climatique, notamment sur les biens, comme on a en France, après la Seconde Guerre mondiale, mutualisé justement le risque social. On sait que les dispositifs assurantiels existants vis-à-vis des dommages climatiques ne sont pas dimensionnés vis-à-vis des enjeux qui nous attendent. On sait que les assureurs privés en particulier, soit ils vont augmenter leurs primes, soit ils vont refuser d'assurer. Et donc du coup, la question, c'est qu'est-ce que la solidarité nationale va prendre à sa charge. Alors, un exemple concret, pour le recul du trait de côte, si on prend une maison au Cap Ferret qui est atteinte par l'élévation du niveau de la mer, est-ce qu'on doit indemniser à 100% la valeur ou pas? Voilà. Qu'est-ce qu'on doit mutualiser? Donc ça, c'est une vraie question, et ce qui nous ramène aussi au sujet responsabilisation versus norme. Parce que pour rester sur le sujet du trait de côte, est-ce qu'on doit interdire tout simplement les activités, soit les ménages ou les activités économiques, de s'installer dans les zones pour lesquelles le CEREMA nous annonce qu'elles sont exposées à un recul du trait de côte à partir de 2050, ou on doit autoriser, mais en prévoyant contractuellement qu'il n'y aura pas d'indemnisation. Ça, c'est un vrai sujet. On a le même type de sujet dans le monde du travail, puisque aujourd'hui, en France, les employeurs sont responsables de la santé de leurs salariés, y compris en cas de forte chaleur. Il y a d'autres pays où on a une température maximale. Voilà. Est-ce que la doctrine française devra être vue un jour? Voilà, c'est une des questions. Et un dernier point, ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit Morgane, le caractère transversal des politiques d'adaptation qui, du coup, on doit gérer l'articulation avec les politiques existantes. Donc je me permets de rappeler effectivement la nécessité, du coup, de ne pas cloisonner, et quand on évalue un investissement public, un hôpital, une université, etc., avoir ce réflexe adaptation bien vérifié quand c'est des infrastructures qui vont durer plusieurs dizaines d'années, qu'il est résilient vis-à-vis des températures ou des événements extrêmes qu'on attend. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas systématiquement fait aujourd'hui. Et je me permets de faire un peu de publicité sur un travail de France Stratégie qu'on a fait l'été dernier, où on a regardé spécifiquement les réseaux, les réseaux SNCF, Télécom, électricité, pour voir dans quelle mesure ils s'étaient préparés au changement climatique. Et là encore, on voit qu'un par un, ils s'y préparent, mais que les interdépendances, justement, ne sont pas encore complètement intégrées. Oui, c'est important ces recommandations que vous faites, parce que dedans, on voit bien qu'il y a évidemment des dimensions économiques, mais qu'il y a aussi dedans une dimension sociale qui est très forte, une dimension démocratique qui est très importante, parce qu'en fait, effectivement, ces décisions-là d'adaptation, ces investissements qui sont liés à l'adaptation ont des impacts sur la vie de beaucoup de gens, sur les stratégies de beaucoup d'entreprises, et donc, à un moment donné, doivent être concertés avec les parties prenantes, ce qui est à la fois essentiel et en même temps ne fait pas toujours gagner du temps. Peut-être, Morgane Nicole, pour terminer rapidement, vous aussi, peut-être avec quelques recommandations ou un regard peut-être sur comment on peut permettre d'avancer d'une marche encore de l'escalier sur cette question de l'adaptation. Oui, alors pour avancer, déjà la première chose à avoir en tête, c'est que les actions qui doivent être menées sont à la fois à un niveau local, à un niveau territorial, au niveau des collectivités locales notamment, mais aussi à un niveau national. Parce que comme le disait Cédric tout à l'heure, en fait, il y a un certain nombre de choix politiques qui doivent être pris. Et donc ces choix politiques, il y en a certains qui seront à un niveau territorial, mais il y en a aussi un certain nombre de choix qui doivent être faits au niveau national. Donc on le voit, la mise en œuvre de l'adaptation, quand on parle d'impact du changement climatique et quand on parle d'adaptation au changement climatique, les leviers sont beaucoup au niveau territorial, puisque ça dépend beaucoup des contextes territoriaux. Donc, en effet, sur la mise en œuvre sera beaucoup à faire au niveau territorial. Mais ça n'empêche qu'il faut, il faut quand même une action de l'État sur le sujet, parce qu'il y a certaines politiques qui nécessitent, qui sont de l'ordre de la responsabilité de l'État, par exemple les infrastructures nationales, pour prendre juste un exemple. Mais même sur des choses sur lesquelles la responsabilité est au niveau des collectivités, c'est important que des choix politiques soient pris au niveau national pour donner un cadre, un niveau d'ambition, pour permettre ce débat démocratique, et puis aussi parce qu'il y a des questions, comme vous le disiez, d'équité territoriale et même d'équité entre différentes populations. Et donc,
très rapidement, pour avancer, et donc ça vaut pour les collectivités territoriales comme pour l'État, nous on voit un certain nombre d'étapes à faire en parallèle d'ailleurs pour certaines, enfin même toutes. Il y a un premier point, c'est de fixer des exigences. Pour mettre en place ce réflexe adaptation, il faut que ces exigences soient écrites. Par exemple, dans les mandats des différentes organisations. C'est important qu'on demande aux différentes organisations et institutions pour leur permettre de s'y mettre, de fixer ces exigences. Une bonne nouvelle, par exemple, ça a été les annonces qui ont été faites, je crois que c'était à l'automne, de la présidente de l'ANRU, disant que progressivement, tous les projets de l'ANRU allaient devoir passer au crible de ces questions de climat futur et d'adaptation au changement climatique. Le deuxième point, c'est travailler sur la gouvernance, sur les processus. Parce que, comme on le disait, finalement, l'adaptation, c'est beaucoup une question de bon sens, c'est beaucoup une question de changer la conception de projets, de politiques, d'investissements, etc. Et donc, le gros sujet, c'est de se poser la bonne question au bon moment de la conception des politiques et des projets. Et pour se poser cette bonne question au bon moment, il faut qu'il y ait des processus qui soient en place et qui soient propres à chaque institution gouvernante. C'est finalement une question de conduite du changement, beaucoup. La troisième chose est très très important, c'est que pour permettre cette conduite du changement, il faut des moyens humains, il faut des personnes expertes et il faut aussi que chaque personne ait le temps de se poser ces questions-là. Donc il y a beaucoup une question de moyens humains et d'ingénierie pour réussir l'adaptation. Et dernière chose, il faudra bien entendu dégager des enveloppes financières pour financer un certain nombre de choses. On n'est pas en train de parler d'enveloppes financières énormes, on est en train de parler surtout d'enveloppes financières pour payer ses moyens humains et d'enveloppes financières pour prendre en charge les surcoûts, qui ne sont pas forcément très énormes, mais il y a quand même des surcoûts pour prendre en compte l'adaptation dans les investissements, dans les projets, dans les politiques. Merci Morgane Nicole et Cédric Audenis. Je retiens de vos recommandations qu'il faut effectivement intégrer de plus en plus ce réflexe adaptation, l'intégrer dans les politiques publiques, l'intégrer dans les investissements publics et privés et essayer de faire en sorte que ça corresponde à des trajectoires, à des moyens et le faire en intégrant le plus possible les différentes parties prenantes et avec les territoires. Merci à tous les deux pour votre participation à ce colloque.